l'idée, ce serait de vous parler du standard des standards, à savoir les feuilles mortes, Autumn Leaves. Et on va un petit peu le décrypter, en tout cas parler aussi de sa jeunesse, de son histoire et de pourquoi on aime ce morceau. Voilà. Tout à fait. Donc on vous donne rendez-vous là, tout de suite, dès que maintenant, pour les feuilles mortes, Autumn Leaves. Cher Manu, les feuilles mortes, on va parler des feuilles mortes, toujours en rapport à notre thématique standard. Les feuilles mortes, alias Autumn Leaves, j'ai l'impression que c'est un standard parmi les standards. Et c'est intéressant de se dire aussi que finalement, on a toujours ce focus un peu États-Unis, New York, mais à un moment donné, il y a eu des mouvements, des vagues. Exactement, et on arrive en France et les feuilles mortes est un des plus grands standards du monde et c'est une œuvre française. Alors, l'histoire de ce morceau, moi je la trouve très étonnante parce que c'est une espèce de mise en abîme, comme une poupée russe. Alors en fait, à la base, c'est une musique de Joseph Kosma, qui lui est un jeune juif qui va fuir une Hongrie antisémite. Il arrive en France, il va très rapidement se faire naturaliser à Paris et il arrive fort... d'une expérience musicale très large et très classique, et il aura été l'élève de Béla Bartók. Donc c'est un départ sympathique quand même. Et à l'origine, Joseph Kosma écrit la musique pour le ballet de Roland Petit, qui s'appelait Le Rendez-vous en 1945. Et c'est rigolo de savoir que le refrain, en fait, la musique, la cellule principale est tirée en fait d'un petit extrait de Poème d'octobre, qui est une pièce musicale écrite pour voix soprano et piano, donc de Jules Massenet. Ça a été écrit en 1876, et cette petite mélodie caractéristique des feuilles mortes, je ne chanterai pas parce que là je vais pourrir le podcast. Moi non plus. Voilà, c'est fait. Et ben voilà, ça apparaît à un moment donné dans cette musique de Jules Massenet. Le texte, c'est Jacques Prévert, qu'on ne présente plus, et à la base, ce texte et cette chanson, c'est quand même quelque chose de très populaire. Et au final, la musique, elle est presque écrite, et elle va être proposée par Prévert pour Marcel Carné. Il va écrire le texte, il proposera cette chanson qui sera fredonnée par Montant dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné en 1946. Donc c'est vraiment une genèse assez incroyable, et puis c'est une vraie fierté aussi française. Et Manu, moi je te pose la question, finalement, pourquoi les feuilles mortes est-il devenu un standard? Pourquoi est-ce qu'il est si joué dans les standards? Pourquoi est-ce qu'il est si désiré? Pourquoi est-ce que c'est un incontournable, d'après toi? Alors, d'après moi, c'est déjà une magnifique mélodie qui existe en tant que telle et qui est facilement chantable, sifflable. Et effectivement, il semblerait qu'elle soit assez universelle, parce que partout dans le monde, on se prend vite, quand on l'a entendue, cette mélodie, à pouvoir la chanter. Je pense aussi, comme le disait Noé, avec qui on discutait, que les accords, la grille harmonique, est aussi peut-être un beau véhicule pour s'exprimer à partir de cette mélodie, et que ce morceau a tous les ingrédients qui rendent agréable le fait de le jouer et le fait de le partager, et que c'est un super terrain de jeu où d'où qu'on vienne de la musique, on s'y retrouve. On peut tout autant jouer bluesy qu'on ne peut jouer classique. Je pense par exemple à l'interprétation qu'un Keith Jarrett peut avoir d'Autumn Leaves. Il peut y avoir des intros qui flirtent plus avec la musique classique, et ça va se mettre à swinger. Terrible. Je pense que c'est un diamant brut, en fait, ce morceau, et que c'est pour ça qu'il n'est pas passé à la trappe. Et d'ailleurs que très rapidement, vers les années 1949, quand il est arrivé aux États-Unis de par les musiciens américains qui venaient en France, très rapidement, il a été orchestré, et très rapidement, il est devenu Autumn Leaves, sans peut-être même savoir, pour certains musiciens américains, la genèse de tout ça. Et Sinatra s'y est pas trompé non plus, pour avoir envie de le chanter et en avoir fait des versions fabuleuses pour le versant américain, va-t-on dire. Et on peut aussi se dire que finalement, ce morceau est très souvent aussi joué dans les clubs de manière instrumentale.
Donc à fait. ça vient d'une chanson, mais ça devient à propos un terrain de jeu instrumental. Et je dirais aussi que finalement, pourquoi ce morceau il est si plaisant? J'ai l'impression qu'il y a aussi, en termes d'harmonie, de suite d'accords, il y a une espèce de logique implacable. Il y a une espèce d'aimantation vers le centre. C'est un peu plus pointu, mais vers le centre tonal du morceau. Alors la version, je dirais, évidemment il y a plein de tonalités, mais celle jouée en sol mineur est la plus courante. Mais voilà, cette espèce d'attraction, cette espèce de, ces enchaînements de 2-5, 2-5-1, ces couleurs, ces cadences mineures. Il y a quelque chose, je trouve, d'incroyablement naturel et fluide dans cette grille en termes de suite d'accords. Alors on n'est pas sur un blues, hein, mais comme tu dis, c'est quand même on est quand même sur la nostalgie, les feuilles mortes. Il y a quand même aussi, on est appelé par cette gamme blues, cette pentatonique bluesy qui marche bien sur ce morceau. Je dirais aussi que c'est un standard qui a aussi le mérite de pouvoir se jouer à des tempi différents. On peut très bien le jouer en ballade, qu'en medium swing, voire en fast tempo, ce qui est plus rare, mais ça arrive. Tout à fait. Si on prend un morceau comme Misty, par exemple, qui est une ballade d'Errol Garner, elle est vouée, elle est écrite pour être jouée en tempo ballade. Complètement. C'est intéressant, alors que je trouve que les feuilles mortes peut se décliner de différentes manières en termes de tempo. Tout à fait. Il y en a eu une magnifique version jouée en trio par un pianiste Gonzalo Rubalcaba. Ah oui, cubain, extraordinaire. Voilà, où la moulinette cubaine a rendu un fabuleux hommage aussi musicalement à ce thème. Et effectivement, comme tout beau morceau, je pense que il est propice à en faire plein de choses. Et là, on en arrive à la belle version. Les belles versions, c'est vraiment la qualité des musiciens et notamment du soliste. On est un peu à poil devant des morceaux comme ça qui ont aussi tellement été joués que en faire une belle version, ça demande une implication, un amour de cette musique où on parlait de simplicité du matériel de base, qu'est la mélodie et la grille, mais ça a double tranchant. Parce que plus le matériau est simple à la base, plus c'est compliqué d'en faire quelque chose de magnifique. Et je crois que Autumn Leaves, c'est un des morceaux qui soit un espèce de juge de paix des grands solistes, ça, quoi, oui, et des grandes formations, et des grands arrangeurs, et des grandes voix, voilà. C'est un morceau de référence, encore une fois, un morceau d'école, quelque Tout part, à fait. au sens noble du terme. Et on peut aussi l'appréhender, ça fait quelques mois que je fais du jazz, c'est aussi un des premiers morceaux sur lequel je peux naturellement me faire plaisir, et il n'y a pas d'élitisme, c'est le morceau du grand écart, quoi, le morceau des débuts où on fait plein d'erreurs et on apprend, et le morceau qu'on a peut-être envie de refaire avec un gros background derrière, en cherchant autre chose dedans. Il est universel, il est d'une pluralité folle. Tu as tout dit, et pluralité, c'est vrai, et on revient à ce que j'ai dit en présentation. C'est touchant aussi de savoir que il y a aussi quelque chose le noyau vient de la musique classique, enfin de Jules Massenet. C'est chouette aussi de se dire que les paroisses sont grandes et on aurait tendance à mettre dans des paroisses. Non, finalement, le jazz se nourrit de plein de choses. Et on parlait aussi de Tin Pan Alley, de l'influence de l'opérette. Tout ça est un maelstrom vraiment intéressant. Tout à fait. Version de référence, mon cher Manu, qui se j'arrête. Oui, il y aurait celle-là, et pour ma part, c'est peut-être plus celle de Cannonball Adderley, sur le fameux album Something Else. D'ailleurs, où Cannonball ne joue pas le thème, c'est Miles Davis. D'accord. Qui le phrase. Ok. Voilà, avec sa trompette bouchée, et là, très lente, et voilà, ça swing à Serge Blackie à la batterie. Est-ce que Chet Baker l'aurait chanté? J'ai un doute. Alors, c'est pareil, j'ai un gros doute, je peux pas l'affirmer. Ouais. Je pense qu'il s'y est frotté comme à énormément de chansons, mais je peux pas... Parce que j'aime bien la fragilité de... On pourrait parler de Chet aussi, cette fragilité, cette pureté de Chet Baker, notamment à la voix. Et la manière de phraser un thème, il met le thème à poil, quoi, quand il le phrase. Voilà pour les feuilles mortes. Enfin,
C'est une manière de parler des feuilles mortes. Elles ne sont d'ailleurs jamais mortes. Elles ne sont jamais mortes. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ouais. Elles n'auront de cesse de vivre, ces feuilles mortes. Tout à fait. Mot de la fin, justement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin et on aurait pu prendre d'autres exemples. Et comme tu l'as dit avant, ces feuilles ne sont pas mortes. Elles sont destinées à continuer à virevolter, elles vont se ramasser à la pelle, mais encore pour très très longtemps. Voilà, je trouve que on aurait pu choisir encore une fois d'autres morceaux, mais celui-ci est particulièrement beau, particulièrement... il parle à beaucoup de gens, en fait, c'est ça aussi. On est dans l'universalité de la musique, du standard, finalement, que ce soit jazz ou pas. On a parlé d'une chanson et de ce que cette chanson a pu véhiculer comme digression. C'était Les Feuilles Mortes.